bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la S2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires un peu amoindris parce qu'on a des suspendus et des blessés. Mais on a encore une belle équipe parce qu'on a notre meilleur défenseur du championnat avec la 10, c'est Yves. Comment il va, Yves ? Ça va bien, et vous-même ? Ça va, merci. On va jouer en 1-1-1 ce soir. Maintenant, on sera tout seul au milieu de terrain. Milieu un peu friable. Mais... Comment ça va ? Ça va super. Et en attaque, parce qu'on va le faire jouer attaquant aujourd'hui, parce que hier t'as fait un très bon match gardien. T'as ton match référence, mais du coup on va te foutre attaquant parce qu'on comprend rien au foot. Comment ça va, Vincent ? Eh bien ça va super, comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. En effet. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et l'important c'est les 3 points. Merci. Pour coacher tout ça, il a la technique qui drive ça d'une main de maître, c'est Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien écoute, tout va bien, content d'être là ce soir et surtout content d'avoir pu délivrer 2 passes D à Auxence qui a enfin marqué 2 buts. Et oui, Auxence qui a marqué un amical hier soir. Donc on pense qu'il a bien dormi. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. On attend les matchs officiels quand même. Il a été aperçu en slip à Jonquera cette nuit vers 23h50. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il a fêté ça dignement. Le meilleur buteur de nos matchs amicaux, c'est bien lui. Vivement le championnat la semaine prochaine. On l'appelle Roman dans le milieu. Il y a des petites similitudes avec Belgraoui aussi. Hein. Bon match amical. Ouais. On embrasse bien sûr Fred qui est amoindri, on va dire, physiquement. Donc on lui fait un gros bisou. Mehdi, ça y est, il est disparu officiellement. Mehdi, il répond même plus sur la conversation. Ouais, de ouf, tu le notifies pour lui, hein. Tu le charries, tu le notifies, il répond même pas. T'sais. Il est trop occupé à essayer d'entraîner ses gamins Saint-Simon qui fait que perdre. Allez, ça c'est gratos. On le retrouve le 11 décembre d'ailleurs. Enfin, je joue contre lui le 11 décembre, c'est le dernier match. C'est filmé sur Radio Occitania Live. On vous invitera tous et on fera un live. Allez. Live and direct. Me chauffe pas. Va. Sur les spécial entraîneurs. Me chauffe pas. C'est même pas FM 2023, ça va être. Oh non, j'ai dit une grosse connerie. Allez, on enchaîne. Au programme aujourd'hui, l'actu du club, résultat des matchs des jeunes, des féminines. Vous en avez l'habitude. On va faire quelques petites news aussi autour du club. Le débrief de OL TFC, la preview TFC Angers avec Mathieu du podcast Depuis la butte, un podcast sur les Angevins et un petit quiz que Vincent nous a préparé. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur Twitter avec le hashtag S2M Toulouse ou sur la page F2M Foot, sur la vidéo de Facebook Live que Vincent gère d'une main de maître depuis tant de semaines maintenant. C'est ma fête. Ainsi que sur Radio Occitania ou par message privé sur Insta. Et vous pouvez surtout appeler le 05 61 80 40 40 pour réagir avec nous sur le match de vendredi soir. Donc voilà pour toutes les infos pour la 174e émission, les gars. On est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Allez, on part sur les petites actus, les gars. On a une petite news qui nous est venue de Garona 31 sur Twitter avec la décoration murale du centre de formation qui a été refaite avec le nom des 135 joueurs passés par le centre de formation du TFC qui sont passés pro depuis les années 80 et le palmarès, la Gambardella 2005 et le championnat U17 2022. Bonne initiative pour vous, pas d'afficher tout ça. Moi j'aime bien, ça montre quand même. C'est un petit espoir aussi pour les jeunes qui rentrent là-dedans, qui voient qu'il y a quand même qu'il n'y a pas 4 noms qui sont sortis, il y en a quand même beaucoup. Peut-être et puis c'est surtout que ça va montrer qu'il y a des joueurs qu'on ne soupçonne pas et avec des belles carrières qui sont passées par le club. Par contre, il va falloir faire quelque chose parce que afficher le palmarès avec juste 2 titres, il va falloir un peu garnir tout ça. Ils auraient pu être vice-champions en 2019, Gambardella, quand on finit finale contre Saint-Etienne. C'est vrai. Ils auraient eu de la gueule. Non, même en U13, on a dû gagner des tournois, des trucs à la con, on a vu des choses. Alors le tournoi Poussin gagné à Cagnon. Et non, sinon c'est hyper motivant, même pour eux, pour les joueurs de... Voilà. Parce qu'on a quand même des beaux noms qui sont passés par Toulouse depuis les années 80, donc c'est vrai que quand tu rentres, que tu vois ça peut être c'est chouette. Ouais. Puis il y a aussi un aspect de culture club en fait, parce qu'il y a plein de joueurs en fait savent pas trop, les joueurs, les légendes qui sont passés aussi. C'est important aussi d'avoir cette note de respect, de savoir ce qui s'est passé dans ton club concrètement. D'ailleurs, en parlant de légende, j'ai pas vu ton nom. C'est normal ou pas qu'ils t'ont oublié? Passé en tant que spectateur de formation, pas en tant que joueur, c'est pour ça. Par contre, il y a des sièges qui sont gravés sur le truc annexe, sur la tribune à Mouyul. Je sais plus si elle y est encore. Je crois qu'elle y est, oui, elle y est encore. Ouais. Il y a un V plus quelque chose avec un cœur en général, non? Avec un C, je pense. Oui, allez. Alors, on enchaîne sur les petites news, si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr. Mais on a appris surtout la blessure d'un des joueurs de l'équipe de N3, Rafik Messali, latéral droit international U20, était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Donc,
il aura la chance de pouvoir dire je suis pas passé pro parce que tu connais médicaments rosés. Non, c'est un bon rétablissement quand même. Oui, on lui souhaite c'était pour la petite vanne, mais on lui souhaite clairement un très bon rétablissement à lui. Personnellement, pour l'avoir vu jouer avec la N3, je pense pas qu'il était si proche du contrat pro que ça, mais après, peut-être que je me trompe. Hein. Alors, ce que Mehdi nous a dit sur Adli Ngoumou, on peut tous se tromper, hein, parce qu'à l'époque, puis il y a des surprises. Jean-Claire Todibo, que tout le monde ne voyait pas et qu'on passe pas pro et qui devient monstrueux. Des fois, il y a des surprises. Après, c'est quand même un gros coup dur. Quand le niveau est pas affirmé, plus une blessure comme ça, à cet âge-là, ça devient compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Malheureusement. Dans 4 ans au Barça, peut-être. Hein. C'est jamais. Oui, ou à l'Est Muret. Non, écoute, on lui souhaite un très bon rétablissement. On plaisante bien sûr, mais on espère qu'il ira mieux. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Yves, ces blessures à cet âge-là, c'est quand même très compliqué, surtout avec tous ces contrats où il faut vraiment être très performant et être présent. Donc on verra, on lui souhaite de bien rebondir. C'est ça, c'est surtout que c'est l'âge où il faut pas être absent, quoi. Ils sont nombreux à prétendre et les places sont chères, et quand tu prends quasiment 1 an d'arrêt, c'est compliqué de revenir derrière. Bon rétablissement en tout cas à Rafik Messali. On enchaîne avec encore une petite news, parce qu'on a un nouveau partenaire au TFC, les gars, puisque GLS a signé un partenaire majeur avec le TEF. Ils occuperont du coup la manche gauche pour les matchs des pros. Donc voilà, nouveau investisseur qui arrive, du nouveau sponsoring, qui veut vivre une belle aventure avec GLS. Je vous invite à aller voir le site. GLS c'est une entreprise de transport de colis. D'accord, du coup c'est eux qui vont s'occuper du transport des joueurs pendant les matchs? Non, mais moi je pense que c'est eux qui vont surtout s'occuper de la boutique. Peut-être que j'ai des conneries, j'en sais rien, mais je présume que ça va passer par eux pour peut-être quand tu vas commander un maillot ou un t-shirt ou des gants ou que sais-je, je pense que ça sera prioritaire à eux. Il n'y a aucun lien de cause à effet là-dessus, mais par contre, oui, ça, c'est un partenariat qui est pas très 2022, pas très greenwashing. Apparemment, sur le commentaire qu'on peut lire d'Olivier Jobert et de ce GLS, j'ai oublié son prénom, je m'en excuse, ils sont sur le truc vert, éco-responsable, etc. Mais bon, voilà, on va pas trop s'étaler là-dessus. On enchaîne avec les petites news, et le TEF s'engage avec October Rose, puisque par le biais de Toulouse Football Cœur, donc la fondation TFC qui existe avec l'anciennement les JCS, pour ceux qui ont pu connaître, ils sont pas mal, ils se mettent pas mal en action, et donc là ils vont soutenir la Ligue contre le cancer 31 avec October Rose, mais du coup les supporters auront 3 choix. Ils pourront faire un micro-don sur la billetterie en ligne quand ils achètent une place pour un match d'octobre au stadium, un don de 1, 2, 5 euros, etc. Faire un don en ligne tout simplement sur la plateforme Hello Asso, que certains peut-être connaissent grâce à vos associations que vous pouvez fréquenter, ou dès le 23 octobre avec une vente aux enchères de maillots en ligne où il y aura des maillots d'échauffement spécial October Rose qui seront portés et signés le dimanche 23 joueurs par les joueurs du TFC face à Strasbourg. Elle sera lancée donc ce même dimanche sur une plateforme Match Warm Shirt, excusez-moi pour mon anglais. Et donc voilà, tous les supporters peuvent retrouver ces infos tout simplement sur le site du Toulouse Football Club. Écoutez, je trouve que c'est une belle initiative. C'est pas la première fois qu'ils le font, et ils se sont déjà engagés sur plusieurs événements de ce style-là. Ouais, c'est ça. Oui. Il y avait les Restos du Cœur. Je sais qu'à l'époque, avec les JCS, donc quand on bossait avec le travail, il y avait des trucs sur les Restos du Cœur où ils faisaient des dons. Le don du sang, il y a 2 ans, l'an dernier également. Donc oui, c'est bien qu'ils s'engagent aussi. Ils ont quand même une responsabilité en tant que personne morale, et surtout d'exemple tout simplement, avec l'influence qu'ils ont sur la population et sur les jeunes également. Donc c'est toujours une bonne chose de les voir s'engager dans ce type d'événement. On a vu, c'était Sochaux hier qui a joué aussi en rose dans les initiatives. C'est de plus en plus repris par les sportifs. Montpellier, je crois, ce week-end aussi. Ouais. T'as pas mal de clubs, tu regardes leur logo d'ailleurs sur Twitter. Français aussi, là, c'est actuellement en rose là. Les pas mal de clubs qui ont changé leur logo d'ailleurs tout en rose. Si vous regardez un peu sur Twitter ou quoi, il y en a pas mal qui l'ont fait. En tout cas, belle initiative, c'est le Toulouse Football Cœur. Vous pouvez retrouver toutes les infos avec les liens qui sont sur le site officiel du Toulouse Football Club. On enchaîne avec les résultats des jeunes et des féminines, Vincent, parce que tu es chaud de nous faire ce petit récap. La féminine, il est toujours chaud. Et c'est marrant parce qu'il n'y avait pas eu de vanne sur le truc d'avant. Il fallait bien qu'il y en ait une. Qu'est-ce qu'elles ont fait les U14, Vincent? Mon avocat m'a dit de ne pas répondre. Bon. L'N3 ne jouait pas cette semaine à raison du 5e tour de la Coupe de France. Du coup, on va vous donner quand même quelques résultats des équipes locales sur la Haute-Garonne. Oh, t'es pas obligé.
Pas mal d'échecs, pas mal de défaites, de parcours, on va dire. Cugno, d'abord. Ouais. Saint-Orens, Fonsorbe, le Giroud, bon l'Union Saint-Jean aussi. Bon match dégueulasse à Cugno. Hein. La Juventus Papus, Castanet et Brax. Brax qui était le petit poussé, qui était à district. Si je peux me permettre, Brax, j'ai eu Rémi Larieux qu'on avait déjà reçu ici, qui correspondant local qui correspond local là-bas et qui je crois qu'il fait même le speaker là-bas. Il m'a dit qu'ils avaient été éliminés au penalty, 1 partout et 5-4 ou 4-3 au tir au but. Donc ils ont vraiment poussé Blagnac jusqu'à dans leur dernier retranchement. Donc bravo à eux. Ouais, c'est quand même une sacrée performance. C'était une des deux, Brax. Hein. Ouais. Et du coup, comme tu disais, ça passe en revanche pour Blagnac, pour Salisman, pour Balma, pour Toulouse Métropole et pour Colomiers. Le tirage au sort du 6e tour a eu lieu ce matin. Balma ira à Montauban, Blagnac à Honnay-le-Château, le Toulouse Métropole recevra Agde, Salisman recevra Albert Argelès. Colomiers contre Canet-Roussillon, gros match là aussi. Ouais, pas mal ça. Et Muret toujours dans l'attente puisque ce match est interrompu et peut encore être au 6e tour qui est prévu ce week-end. Okay. Du coup, le prochain match pour la réserve du TFC à N3 sera donc samedi prochain à 18h au stadium annexe contre le stade de Beauquerrois, qui est actuel 3e avec un petit point d'avance sur le TFC qui est 5e actuellement. Parfait. On passe au U19 du coup. Victoire 2-1 ce dimanche sur le terrain annexe du stadium contre Colomiers, petit derby, avec des buts de Camara et de Kamaté. C'est quand même des noms qu'on voit souvent revenir depuis la préparation. Ouais. Hein. Du coup, la compo en 3-4-3 que nous a donné Garona31 sur Twitter. Donc, reste dans les buts. Le retour. Voilà, le retour avec les U19, pas encore ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. C'est une très bonne nouvelle, ouais. Alors, on a 3-4-3 du coup. Là aussi, on va un petit parallèle avec l'équipe finale du TFC. Hein. Alors, Garondo, Bakouche et Mopila pour la défense à 3. Araj, Lamadi, Bouklouche et Fouelé au milieu, Amadou, Belianjou et Ngako en attaque. Sur le banc, du coup, on avait Saïd, Mchindra, Pujos, Pérez, Eljuna et Kamaté. Et donc, ils sont leaders avec 2 points d'avance sur Monaco, Montpellier, Marseille et Béziers. On est encore assez serré sur ce début de saison. Et prochain match ce dimanche à midi à Cannes, qui est actuel 11e. Donc, normalement, ça devrait être une victoire. Voilà, après, c'est encore le début de saison. Hein. Je crois que c'est le 5e match, si je dis pas de bêtises. Oui, après, c'est quand même une équipe qui doit confirmer son titre U17 pour une partie et sa belle prestation déjà en U19 pour l'autre partie de l'effectif. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Et le fait que ça joue en 3-4-3 comme les pros, ça fait très longtemps que le centre de formation est calqué sur les pros. C'était Alain Casanova qui avait déjà mis ça en place à l'époque, ce qui est obligatoire dans un club quand tu veux avoir une identité de jeu. Les U17 du coup, victoire 2-0 à Marmande ce dimanche avec des buts de Zema et Mayol. La compo là aussi, hein, Garona 31, 4-4-2 avec Niflor, Nonga, Kumbasa, Vivant, Wakin, pardon, j'arrive pas à relire, Wakin plutôt. Zema, Kanvo, Mayol et Silla au milieu et donc Boujida Daïf devant. Sur le banc on avait Morvan, Kabarou, Dansoko et Nasser. Ils sont 3e avec le même nombre de points que l'OM, 5 points de retard sur Nîmes. Nîmes justement, qui est le prochain adversaire qui se présentera au stadium ce samedi 15 octobre à 15h sur l'annexe 5 du stadium. Il y a moyen de faire un petit doublé U17 N3 samedi quoi. Faut bien viser. Oui, si, faut bien viser. Oui, non, ça peut s'enchaîner. Oui, ça peut être ça fait un beau week-end de foot, mine de rien, quand même. On passe aux féminines. Allez. Là, du coup, c'est l'info qui tombait, si je dis pas de bêtises, c'était hier que le TEF l'a dévoilé. Donc, ils auront les honneurs du stadium puisqu'ils recevront Nice, le 3e en baissé de rideau. Donc, du match TFC Angers ce dimanche. Donc, si vous êtes abonné ou que vous avez une place pour ce match, vous pourrez bien sûr gratuitement assister à ce match-là sur la pelouse du stadium. Ça avait déjà été le cas il y a quelques saisons pour la Gambardella précédemment. C'est une belle mise en avant quand même. C'est trop chouette. Enfin, moi, je trouve ça génial. Record d'influence en vue. Hein. Ça, et puis même, ça met en avant aussi les féminines et ça montre que le projet des deux féminins est important aussi pour le club et de les mettre en avant en stadium. Alors, peut-être pas que les 20 000 spectateurs resteront, mais s'il y en a déjà 8 000 qui restent, je pense que ce sera déjà ce sera un énorme succès si tu en as déjà 8 000 qui restent. Mais on se souvient que pour la Gambardella, ça avait plutôt bien marché. Ça a bien marché, ouais. Du monde et de l'ambiance, les gens qui étaient motivés, qui sont restés, étaient là pour pousser l'équipe. Ça peut aider dans une rencontre de haut de tableau où ça va être important d'aller chercher 3 points. Ouais. Tant que la buvette est ouverte. Ça dépend, peut-être qu'ils vont la fermer à 17h. C'est ça, c'est pour ça. Non, puis mérité par rapport à la saison qu'elles font aussi, à la saison passée, début de saison qu'elles réalisent. Puis c'est bien, voilà, elles sont de plus en plus mises en avant par le club aussi.
Oui, c'est une récompense aussi. C'est une belle récompense de pouvoir être en baissé de rideau après le match des pros. Oui, et Puis en plus, s'il fait beau, les gens peuvent rester, voir, ça va être une belle fête du foot, quoi. Et puis c'est pas très étonnant quand on connaît l'amour des Américains pour le soccer féminin, qui est vraiment le sport phare là-bas. Donc voilà, les actes et les paroles auxquels on a droit en réunion quand on demande leurs ambitions pour les féminines se traduisent avec des effets derrière. Donc on peut que saluer ça et c'est très bien. Ouais, c'est cohérent. Et surtout, à l'époque, une époque qu'on n'a pas forcément connue, mais il y avait des levées de rideaux aussi à l'époque avec les jeunes avant les pros, etc. Oui, alors ça c'est devenu quasiment impossible. Alors ça oui, mais le fait de le mettre en baissé de rideau, je trouve ça génial. En levée de rideau, t'avais les gens qui arrivaient et plutôt que de voir des vaches, ils préféraient voir un match de foot. Donc ça, c'était pas mal, mais maintenant avec les règlements de la Ligue, etc., c'est impossible à mettre en place. L'idée du baissé de rideau est très bonne idée, très bonne très aussi. bien. À voir aussi l'état de la pelouse du stadium aussi, mais bon, je pense que s'ils le font, c'est que ça doit être possible. C'est pas très problématique. C'est moins problématique que de faire jouer du rugby. C'est ce que j'allais dire, ouais. On va passer à d'autres équipes qui restent pour les féminines. On va commencer du coup par les 19 qui n'ont pas de match ce week-end. Le prochain match sera ce dimanche chez le leader Saint-Etienne à 11h. Les Toulousains sont justement 3e à 3 petits points. Donc l'occasion de recoller au leader. Et la R1 plutôt, qui a joué samedi soir avec une défaite à l'extérieur. Gros déplacement à Toulouse Métropole, 1-0. Elles sont actuellement 2e, puisque c'était leur première défaite de la saison, tout simplement, à 2 points de latte. Le prochain match sera samedi à 21h contre Auch, qui est 8e sur le stadium annexe 3, après la Ligue. Donc là, ça fait vraiment une sacrée journée. 15h les U17, 18h la N3, 21h les féminines, tu prends ton sandwich, c'est bon. Et si tu restes dormir sur place, tu peux être au stadium. Tu plantes la tente et après tu fais l'ouverture de la bodega pour le petit-déj, c'est bon. Merci Vincent pour ce petit récap. On va enchaîner. Est-ce que tu as des réactions peut-être avant? J'ai vu 2-3 commentaires passer, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes ou pas, ou on enchaîne? J'ai vu un petit message peut-être intéressant. C'est parti aussi des émulations sur les réseaux, un petit peu comme on voit aussi le compte Twitter, combien de places en virage Brice, avec le décompte quasi quotidien ou semi-quotidien du nombre de places restantes, et qui des fois booste un peu avant ces places. Il y a un petit championnat des supporters sur Twitter avec en général des comptes qui se défient avec vote pour ton compte. Je crois que c'est mon petit F qui nous représente d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. On a Florent qui nous a un commentaire du coup que dans les résultats, Lyon, le TFC a battu Lyon sur le championnat de supporters avec plus de 8000 votes, donc c'est quelque chose qui prend pas mal. Donc là actuellement, on nous rejoindre parce qu'on est 4e pour le moment dans ce classement-là. Je crois qu'on a vaincu avec Marseille, on est les seuls à être vaincus avec Marseille. Donc voilà, c'est toujours une petite action. C'est une petite commu qui se fait aussi, c'est sympa. Dernier petit résultat, c'est Garonat qui nous le dit sur le Facebook Live. Les U16 ont gagné 3-0 contre Carcassonne. Ouais. Nous on a gagné 7-2 à Colomiers, bon ça c'est une autre histoire. J'étais obligé de la placer. On enchaîne avec la preview du match de ce week-end entre Lyon et le TEF. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. On avait une compo qui était en 4-3-3 et un deuxième 4-3-3 d'affilée concocté par Philippe Montagnier avec Dupé, Silarou, Nicolas Sain et Keben qui remplaçait Dessler qui était suspendu. Spearings, Van Den Boomen, De Jagereux, Shaibi, Aboukal, Dalinga, Diarra, Genro et Diarra Jimmy, donc c'est pas possible. Donc Diarra, Genro et un autre sont rentrés et je n'ai plus son nom. Donc peut-être Ratao. Ratao, merci. Je sais pas, Non, mais oui, petite idée, je sais pas. Waouh, on l'a pas trop vu, mais ça m'a perturbé, désolé. Et Ratao qui est rentré, parce qu'habitude il est titulaire. Pour ce nouveau match, Nové se déplaçait du coup à Lyon, qui était sur 4 défaites d'affilée et devait à tout prix gagner devant son public. Et ils lancent idéalement leur match, puisque dès la deuxième minute, Tété vient ouvrir le score au Parc OL. Alors la frappe elle est quand même bien contrée par Keben, ce qui trompe aussi Dupé. On a encore un but pris très très tôt par les Toulousains. Cependant, on va pas se laisser abdiquer et on va continuer à faire du jeu, se créer des occasions. La barre de Spearings, on a aussi Tolisso sur corner qui fait s'employer Dupé, qui fait d'ailleurs un gros match, on va y revenir. Et le pressing très haut de nos Toulousains paiera en seconde mi-temps avec un ballon récupéré à gauche pour finir à droite sur l'entrant et revenant à Ratao. Et égalisation du Brésilien pour les Violets, un partout, un très bon point ramené par nos Toulousains. Et pour la petite histoire, le coach lyonnais s'est fait tège juste après et Laurent Blanc est arrivé alors qu'à l'époque on relançait
C'est le genre d'équipe. Ouais, maintenant on les plonge dans la crise. C'est un TFC. Ils étaient déjà nouveau. dans la crise quand même. Mais... Ça fait un petit moment. On l'avait déjà fait une ou deux fois de faire virer des coachs, hein, mais ça fait un petit moment quand même. L'année dernière peut-être, ou il y a 2 ans, mais... Larry là, bon. Bagé, oui, c'était déjà arrivé, effectivement. Bon, revenons sur le match. Moi, je trouve que nos violets ont regardé droit dans les yeux les Lyonnais et on n'avait rien à envier à cet Olympique Lyonnais qui est, sur le papier, on va pas se mentir, largement supérieur à nous en termes d'effectifs. Ben, on savait que ce serait pour nous un match bonus. On s'attendait pas à grand chose. On espérait voir un beau visage. Une défaite quasi écrite. Et puis au final, on se retrouve presque à avoir des regrets de ne pas avoir pris les 3 points face à une équipe qui était très faiblarde côté Lyon. Donc voilà, ils ont tenu le nul parce que ils ont des joueurs qu'on le veuille ou non, voilà, de qualité et qui peuvent avoir le niveau international. Et nous, voilà, quand même, on s'est battu. On a joué avec nos armes. J'ai trouvé le milieu assez équilibré. Van Den Boomen qui monte encore plus en puissance. Spearings aussi un peu dans ce rôle de joueur de l'ombre qui est vraiment le joueur phare du club. Non, c'est le flop. Hein. L'équipe l'a mis en flop. Non, mais c'est voilà, je veux dire, c'est le régulateur de cette équipe-là, quoi. Forcément, il a des matchs où il est un peu en dedans, mais là, ça a été vraiment. J'ai ses stats si tu veux sur le match. C'est 91% de passes réussies, record depuis le début de la saison. 9 ballons récupérés, record. 10 ballons gagnés, record. 4 dribbles réussis, record aussi. 100% de tac réussi et un tir, une barre. Je remercie. On a failli avoir l'hommage à hein. Yves avec la patate à 25 mètres. Ouais, j'y ai pensé d'ailleurs. C'est un flop parce qu'il n'a pas marqué en fait. Ouais, ben voilà, c'est ça. Voilà. Ou Mais parce l'équipe, que l'équipe ne regarde pas les matchs. Je sais pas, Marco, il a joué ou pas ce week-end? Mais j'avais quand même des appréhensions. On savait que Dessler était pas là. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas débuté un match sans lui. Keben, on sait qu'il fait le taf depuis qu'il rentre justement à la place de Dessler en championnat pour le faire souffler. Mais voilà, il y avait plein de points d'interrogation. Mais je trouve qu'on a fait un match assez solide, cohérent. En fait, on n'a pas paniqué. Quand j'ai vu le but à la 2e minute, on sait que Lyon, ça ne réussit pas du tout en plus. Ouais. Qu'on a l'habitude de prendre quand même des trempes depuis pas mal de saisons. Là, je me dis que ça pouvait pas forcément sentir bon. En fait, la réaction de l'équipe menée, c'est dû aussi à un Lyon qui s'est sabordé tout seul, hein, qui a pas réussi à faire le break, qui aurait pu. Enfin, vraiment, ils avaient entamé le match de la meilleure des manières. Enfin, c'est une équipe dans le doute qui marque aussi rapidement. Normalement, t'es censé te rassurer. Et puis non. Enfin, j'ai vraiment, voilà, on a subi par moments. C'était pas le match de la saison de notre part, mais je trouve voilà, il y a eu beaucoup de cohérence et en fait, c'est l'état d'esprit qui régale et au niveau technique aussi, on a été. Shaibi qui a pas surnagé, mais qui a été quand même au niveau. Van Den Boomen, voilà, qui se met au niveau Ligue 1. Voilà, ça a été un bon match de notre part et assez content d'avoir eu ce résultat. Ouais. Keben qui a remplacé Dessler. Alors, on a vu beaucoup de choses. On sent un peu de flottement sur le début de match. Voilà. Il est mal aligné sur le but. Il manque de bien se rattraper derrière. Manque de bol. Il se retient un peu sur son geste défensif et il ne fait que prendre du paix à contre-pied. Donc voilà. Après, ça a été solide, ça a joué à son niveau, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire aussi, je pense qu'on prend Lyon au très bon moment. Oui. Parce que quand on voit les déclarations de Lacazette, pour moi, ils ont aussi voulu plomber Boss. Et c'était vraiment... Il y avait vraiment des problèmes dans le vestiaire. On verra s'ils arrivent à se relever avec l'arrivée de Laurent Blanc, mais je pense que on a eu un peu de chance sur le moment où on les a pris. C'était vraiment le match où il fallait les prendre. Après, nous, comme d'habitude, hein, on prend pas ça... on se laisse pas marcher dessus. On a envie d'essayer de prouver qu'on est au niveau et on n'a rien lâché. On est au niveau même. On n'a rien lâché encore une fois. Donc voilà, on est au niveau. Je garde... Mais il y a vraiment du cœur. Avec nos armes, oui, il y a eu des moins bonnes prestations que ça depuis le début de la saison, par exemple. Tu vois. Voilà, mais est-ce qu'on est au niveau de la Ligue 1? On le verra sur la fin de saison. Oui, voilà, bien sûr. C'est ce que je dis depuis le départ. Hein. Il fallait pas s'enflammer au début. Il faut pas s'enflammer là non plus sur un match nul à Lyon ou avec tout ce qu'il y a autour du match.
on sait aussi que les Lyonnais n'ont peut-être pas mis ce qu'il fallait pour essayer de gagner ce match. Donc on a su faire le dos rond et prendre ce qu'il y avait à prendre sur un match comme ça. C'est un point bonus puisque dans notre championnat, c'est pas le point qu'on comptait. Mais après, voilà, l'important c'est de continuer à gagner les matchs de notre championnat. Genre dimanche. Pour rester, genre dimanche. Les 2 dimanches, absolument, et les 2 dimanches qui arrivent. Voilà, et dans les projections qu'on faisait en discutant entre nous, entre supporters, fallait prendre au moins 9 points pour être pas mal à la trêve. Avec celui pris à Lyon, ça peut faire 10. Prenons-les et puis on aura fait la moitié du chemin pour rester en Ligue 1 quasiment, alors que la moitié du championnat n'est pas atteinte. Donc voilà, il faut continuer à être sérieux, continuer à mettre de l'engagement, continuer à être précis, appliqué, et puis voilà, et continuer à encadrer des jeunes qui vont monter petit à petit de niveau, et voilà, et après on a quelques valeurs sûres, et l'avantage c'est que nos valeurs sûres, ça commence à être une colonne vertébrale qui est très très solide, où il manque juste la pointe devant qui fait la différence, donc en espérant que Dalira réussira à se mettre au niveau des autres, et puis voilà, parce que quand on peut s'appuyer sur Dupé, Roux, Nicolaisen, Van Den Boomen, Spearings, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui seraient contentes d'avoir une base aussi sûre que celle-là, avec des joueurs autour qui font toujours leur match, qui sont toujours dans leur rôle, les Silla, Dessler, etc. Voilà, où c'est pas, on sait que c'est pas du très haut niveau, mais par contre, ça fait ses matchs, ça triche pas. L'état d'esprit est là, la solidarité est là, et pour nous c'est ce qui est important, tout en ne reniant pas des principes de jeu, et avec un Philippe Montagnier qui ne panique pas et qui laisse son équipe jouer, et qui va toujours essayer de chercher le résultat, quitte à perdre plus largement, plutôt que de se recroqueviller pour essayer de faire des 0-0. On le voit bien là sur ce match-là. Si on arrache le nul, c'est uniquement parce qu'on continue à jouer, parce que on ne bascule pas dans des changements totalement défensifs. On panique pas aussi. Pour reculer, on panique pas, et on sait que ce match-là, on peut le perdre et que c'est pas grave. Et au final, en jouant décomplexé, on ramène un point de Lyon. C'est plutôt 100% bénéfice. Plusieurs choses sur ce que tu as dit. Déjà, par rapport à la forme du moment, ça, je suis d'accord. Et je fais le parallèle avec Nantes, par exemple, je pense qu'on a pris un mauvais moment. Nantes, tu les prends en début de saison, pour eux c'était on fire, tu les prends maintenant, c'est pas le même Nantes. Là, pour Lyon, c'est pareil. Et pour la colonne vertébrale, je me suis fait cette réflexion-là, parce que je l'ai vu dimanche en replay, je l'ai pas vu en direct. Et je suis là, putain, mais en fait, nos cadres de l'année dernière sont de plus en plus au niveau, et se mettent vraiment au niveau Ligue 1. Et putain, t'enlèves Danira devant, mais le Van Den Boomen, Spearing, De Jagereux, Roux, Nicolaisen, Dupé, c'est solide, c'est costaud. Et on doit pas avoir peur, entre guillemets, de ne pas se maintenir avec ces joueurs-là dans cette forme-là. Je dis bien, on parle de la forme du moment. Dans cette forme-là, c'est quand même sympa. On est quand même juste un promu avec un 18e ou 19e budget de Ligue 1. Je veux dire, c'est pas mal, on envoie du jeu, on a vu des belles actions. Quand tu vois Van Den Bommel, les transversales qu'il a tapé vendredi, et puis, c'est à voir dans toutes les écoles de football. Et puis à côté de ça, tu as aussi des recrues qui se mettent au niveau, qui sont satisfaisantes. Le travail d'Aboukhal sur l'égalisation. Sur l'égalisation, ok, c'est Ratao, mais enfin le boulot pour aller la chercher, c'est Aboukhal qui s'arrache et qui prend le ballon au milieu de trois Lyonnais. D'ailleurs, l'image est rigolote parce qu'il y a un plan où on voit juste les trois Lyonnais finir le nez dans le gazon pendant que Ratao la met au fond. Donc c'est assez symptomatique, mais sur ce ballon-là, il y en a plein qui se seraient fait passer devant parce que trop de monde, alors que là, il y croit jusqu'au bout, il y va, et puis je pense que c'est boosté par sa confiance avec les buts qu'il a mis, avec le fait justement qu'il soit bien intégré dans l'équipe, parce que, encore une fois, on le dit souvent, mais il n'y a que des bons mecs dans cette équipe, donc ça facilite l'intégration, les mecs sont contents d'être ensemble, contents de jouer ensemble, il n'y en a pas un qui se prend pour la star de l'équipe, et c'est ce qui va nous aider avec cet état d'esprit-là. Si on veut se sauver, c'est absolument ce qu'il faut conserver, quoi. Plusieurs réactions sur le Facebook Live sur ce match pour Bernard. Bon match avec une certaine maîtrise au fur et à mesure de la partie. Encore un début difficile et ensuite on a élevé notre niveau face à ce Lyon en crise et pas en confiance. Une victoire aurait quand même été un petit hold-up.
Pour Fred, Lyon indigne de son statut, manque d'intensité et ne se repose que sur les qualités de certains joueurs. On est dans la continuité du match à Lille pour côté Toulouse. Et on a Diane aussi qui nous disait oui, TFC un super match des Toulousains, des Lyonnais très décevants. Et aussi que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière nous, on voit comme elle le cite qu'on a Furlan qui n'est plus entraîneur d'Auxerre, qu'on a Zakarian à Brest qui est viré. Donc il y a quand même des équipes qui sont bien plus en crise que nous. Bien sûr. Et c'est super comptable aussi. On a quand même des joueurs aussi qui sont en forme. Je pense à Maxime Dupé qui nous sort encore 7 arrêts vendredi soir. Son record c'était 9, c'était face au PSG. Et puis 7 arrêts de grande classe, j'ai envie de dire. Enfin, il est au niveau. L'arrivée de Hogg lui a fait du bien, je pense. Et il est au niveau. Pour le moment, actuellement, il est au niveau. Après, il est au niveau, il sort les arrêts. Mais je veux dire, Lyon, devant, offensivement, c'était pas trop inquiétant au niveau des... C'était des chatons plus que des lions. C'était... Certes, mais non, mais je suis d'accord avec toi, il est sur les actions. La sortie dans les pieds de Toko Ekambi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à le défendre. Il est sur les actions, mais je dis que Lyon, peut-être un peu plus incisif. Voilà, ça aurait été plus compliqué s'il était mis plus à rude épreuve avec des frappes peut-être à bout portant. Là, il a quand même, il a fait le boulot. J'ai pas souvenir, de cagade qu'il ait fait dans les airs. On sait qu'il a un petit peu plus de mal dans le jeu aérien, mais oui, je le trouve de plus en plus rassurant. Il n'y est pas allé, il a préféré attendre la tête et l'a sauvé sur sa ligne. C'est une solution. Oui, c'est ça. Après, elle est plus risquée que d'aller la chercher quand même. Mais non, rassurant. Rassurant parce que aussi on avait des doutes sur lui. On s'en allait se demander s'il allait pouvoir passer ce niveau, être au milieu Ligue 1, puisque l'an dernier il en sortait, mais il était quand même beaucoup moins mis en avant que ça. Oui. Non, mais il en a sorti justement. Mais là, on le voit sur tous les matchs où il sort toujours 5 arrêts. Enfin, je veux dire, Nice, il en sort, Lyon, il en sort, PSG aussi, il en sort. Il arrive à se mettre au niveau face à des équipes qui sont de standing beaucoup plus élevé que nous. Et d'ailleurs, en parlant de standing, je te coupais. Montagnier l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match, qu'il était frustré sur ces matchs, sur ses sorties à l'extérieur, contre les grosses cylindriques. À Lille, par exemple, on perd, qu'on avait du mal à se mettre au niveau. Que Lyon, là, on avait pris ce point-là, on s'était mis un peu plus au niveau et qu'on doit continuer à progresser, que le groupe est en progression. Et j'ai trouvé ça super intéressant et lucide de sa part. Ça peut être un déclic aussi, Lille, je pense, la prestation qu'on avait fait, où on a vu qu'on pouvait justement rivaliser avec ces équipes-là, et de pouvoir ensuite justement enchaîner avec Montpellier, où tu passes 4 buts à Montpellier, qui est quand même une équipe solide du championnat, donc il y a une belle continuité. Et après, ça a confirmé, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, face à des équipes de notre championnat. En plus, on a la chance d'enchaîner 2 matchs à domicile. Contre des concurrents directs, Angers et Strasbourg. Même si Strasbourg, c'est un peu de bête blessé en ce moment. Voilà, donc on a peur un peu des réactions en face, mais voilà, c'est la meilleure occasion en fait pour faire un vrai break et montrer que d'arriver déjà à la trêve Coupe du Monde, si on peut se mettre à l'abri en ayant fait déjà un petit creux avec le fond du classement. Parce que mine de rien, je crois que le 17e est qu'à 4 points derrière nous, donc c'est ça. C'est assez serré. Bien sûr. C'est déjà ça s'est en plus resserré avec la victoire d'Ajaccio à Marseille. Ouais. Donc il n'y a absolument rien de fait là-dessus. Ce qui est pris n'est plus à prendre, mais il va falloir. Mais il ne faut pas louper le virage, justement. C'est ça, il faut conserver ce sérieux et cette attitude. Ouais, tu as tout à fait raison, Nathan. Juste rebondir sur Dupé, là, sur son bilan. On avait Fred qui parlait de la sortie dans les pieds d'Ekambi qui est très propre. Ouais. Justement, là où il m'a vraiment bluffé, c'est qu'il n'a pas eu trop l'occasion. En fait, finalement, d'un contre un, il n'a pas eu tant que ça depuis qu'il est au TFC, qu'on fait le bilan. Même pas de gagner perdu, mais vraiment d'un contre un à quelques mètres. Là, sur Togo Kambi, 2 fois au moins sur la casette aussi. C'est une palette qu'on ne connaissait pas. Lopez fait faute, par exemple. Comment ? Lopez, à l'inverse, je pense qu'il fait faute une fois sur 2. Oui, parce que là, sans lui cracher sur la gueule. Il jaillit vite, il fait de bons gestes, il bouge vraiment bien l'angle et c'est très intéressant d'avoir cette plus explosif aussi. Tu le sens, oui, pour se jeter dans les tirs. C'est clairement aussi une progression chez lui. Aboukal aussi, qui, comme tu le disais tout à l'heure, Yves, monte en puissance de match en match. Il a eu des débuts difficiles. Bon, c'est les premiers matchs, on sait toujours qu'il y a un temps d'adaptation. Des débuts difficiles. On met des guillemets. Il y a eu une mi-temps un peu compliquée sur son arrivée, alors qu'il était là depuis 3 jours. Je me souviens que les gens le critiquent autant que Dalinga aujourd'hui. C'est ça. Dalinga va venir après. Mais Aboukal, c'est parce que quand on voit nos recrues, mine de rien, il y en a, alors pas beaucoup il y en a peu qui jouent vraiment titulaire, on va dire, à part Dalinga et Aboukal. On a que ces deux.
lui, pour le coup, il s'est acclimaté, il est là, il a compris les consignes entre guillemets du système tactique technique, les relations se font très bien avec Dalinga et Shaibi et le trio magique là qu'on a derrière. Mais en plus de ça, il est décisif dans la passe ou par le but. C'est quand même. Après, c'est pas forcément très surprenant. C'est quand même, par rapport aux autres recrues, c'est quand même un mec qui a plus de vécu, qui a un vécu international. Donc, ouais, mais je l'attendais pas à ce niveau-là quelque de chose suite, tu vois. d'un peu plus. Voilà. Après, il a eu une capacité d'adaptation, il s'est bien intégré. Le système lui convient, surtout en plus, je pense. Et donc bonne pioche. Et après, il a l'avantage, il a été très vite décisif. Ce qui manque peut-être un peu à Dalinga, c'est qu'il a été très très vite décisif et que donc il a pris confiance et il surfe sur cette confiance accumulée. Et tu as l'impression que rien ne peut lui arriver parce que sa passe décisive vendredi. Non, elle est pas belle, elle est dégueulasse, mais c'est juste complètement à l'arracher parce qu'il va se battre et parce qu'il y croit. C'est pour ça qu'elle est belle, je la trouve, parce qu'il n'est pas d'abnégation, il a après, envie. Après, je suis même pas certain que ce soit ce qu'il tente de faire. Il y a une part de chance monumentale dans l'action aussi, voilà, mais ça se provoque, voilà, et puis. Il est à l'endroit, il se bat, il y croit et c'est une belle récompense et c'est pas démérité. Ouais, à l'image de l'équipe qui l'a jamais, qui va au bout de ce qu'ils peuvent proposer. Puis, pareil, hein, une fois l'égalisation, ils sont pas été si dangereux que ça. Lyon, ils avaient le ballon, ils étaient très présents dans la moitié toulousaine, mais ils en servaient le ballon. C'est à ce moment-là où je pense qu'il faut mettre en perspective la déclaration de Lacazette à la fin. Et je pense qu'à ce moment-là, ils se disent tous, si on gagne pas celui-là, on le perd pas, mais si on gagne pas celui-là, Boss il dégage. Et j'ai l'impression que ça a lâché l'entraîneur complètement, hein, parce que c'était pas les premières déclarations et on sent qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Vu l'arrivée de Laurent Blanc, comme elle arrivait très vite, je pense que c'était déjà dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux et seule une victoire aurait pu sauver Peter Bosz, et encore c'est même pas sûr. Mais je pense que si, on sait très bien. Une victoire dégueulasse, je suis pas sûr que. Ola, ça n'a jamais viré un entraîneur comme ça. Plus. C'est ça. En tout cas, j'étais venu sur Aboukal pour finir avec lui, parce que Dalinga a pris un jeune et donc sera suspendu dimanche. Est-ce que pour vous, Aboukal peut être cette solution de remplacement ou Ado ou Ratao, parce qu'on a quand même 3 mecs pour un poste, ou même 4, on va aller plus loin. Yanis Begraoui aussi, je pense qu'il part un peu plus loin dans la hiérarchie, mais on a vu à la fin qu'on avait, enfin je crois que c'était non, c'est pas Ratao, c'était qui Jean Pointe, que je dise pas de conneries. Parce que Dalinga, il est sorti à un moment donné. Bon, bref, c'est pas grave. Mais est-ce que du coup, vous pensez que ça sera plus Ado numériquement, on va dire, qui peut remplacer? Je vois Elliot qui me fait comme ça de la tête. Après. Ou alors Aboukal ou Ratao qui peut prendre ce relais. C'est compliqué parce que t'as. Vas-y. Oui, comme tu veux. Je pense que dans sa logique, il va laisser Ado qui est le remplaçant de Dalinga. En fait, dès qu'il y a un attaquant qui sort, c'est Ado qui le remplace. Donc je pense qu'il va rester logique à ça. Surtout qu'au final, qu'est-ce qui vaut mieux déséquilibrer complètement ton équipe en sortant un Aboukal qui est complètement à l'aise à son poste pour le mettre en pointe, ou finalement tu l'as. Dans ce cas, tu sors qui? Désolé de te couper. Tu sors qui? Tu sors Shaibi du coup, Aboukal, parce que Rato sera titulaire dimanche. Dans la logique. Voir s'il est plus physiquement aussi. C'est le problème. Quand tu as des joueurs en doute sur le banc pour occuper ce poste, et Ratao peut-être qui est peut-être pas optimal pour débuter un match. Toi, tu es remplaçant, Ratao. Et est-ce que tu bascules pas dans un autre système avec Shaibi en 9,5 et Aboukal et Ratao un peu moins excentrés, mais devant dans l'animation et un peu plus présent dans la surface. Petit blond, un maillot violet là-bas qui t'a fait comme ça, il t'a fait oui. Et t'es d'accord aussi. Voilà, parce que j'ai l'impression que le plus apte techniquement et physiquement à occuper un poste pour emmerder des défenseurs centraux, pour moi j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, en l'absence de idée, c'est Shaibi. Alors oui. Et en même temps, je pense que les deux autres aussi peuvent jouer et que si tu les mets les 3, il n'y aura pas un de fixe. Je sais pas si tu veux dire. Les deux autres sont beaucoup plus efficaces et je les sens moins capables d'être décisifs dans l'axe, alors que Shaibi, on l'a déjà vu qu'il a une jolie frappe, une belle qualité de frappe qui peut lui permettre justement, en étant un peu plus en retrait à l'entrée de la surface, de faire des différences que les autres feront plus sur les côtés. Shaibi, pour moi, est un joueur plus axial que les deux autres.
Donc c'est pour ça je suis entièrement d'accord. c'est pour ça que je regarde quelque chose comme ça, parce après, En tout cas, ça va être un vrai on casse-tête. sait que Begraoui c'est faible, on sait que Ado a du mal à se mettre au niveau. Après, c'est une tentative aussi de remettre Ado dans le bain, sachant qu'on va affronter une équipe qui est plus du calibre des équipes contre lesquelles il avait l'habitude de jouer l'année dernière. C'est sûr, mais c'est vrai. Oui, on est plus sur une équipe de Ligue 2 que sur une équipe réellement top Ligue 1, top Ligue 1 comme on a pu affronter. Top team. Pardon. Voilà, donc c'est pour ça. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de le relancer et de conserver Alors, ok, mais après on finit sur ça rapidement. Mais on sort qui? Est-ce que Ratao ne rentre pas et on laisse Chabi Aboukal à dos, ou on remet Ratao et on sort un Chabi ou Aboukal? Aboukal qui a quand même bon en ce moment et décisif, Chabi qui est très bon aussi. C'est pour ça que pour moi, tu sors d'Alinra et tu mets Ratao et tu changes un peu de système pour jouer avec Chabi qui est en feu, Aboukal qui est en feu, et Ratao qui revient et qui a l'air d'être à très haut niveau, sachant que tu feras sortir certainement Ratao à la 60e, parce qu'il est rentré une demi-heure là il va faire 60 minutes, je suis d'accord, et il refera 90 minutes peut-être au match d'après, voilà. Donc, réponse dimanche. Ouais, puis dans l'équation aussi, il y a Fred qui parlait de Tsingaras et de Birmancevic. Et de Birmancevic aussi. Donc à voir, c'est pas aussi rebattre des cas. Je pense qu'ils sont pas encore prêts. Enfin, si Montagny les fait ils aussi peu jouer, c'est que je pense qu'ils sont pas encore prêts. Je pense qu'ils commenceront par rentrer 20 minutes, une demi-heure avant d'être titularisé directement, et puis c'est pas les profils que ce soit Birmancevic ou Tsingaras pour être. Alors Tsingaras c'est absolument pas un attaquant, mais Birmancevic peut jouer devant par contre. Oui, mais Birmancevic c'est pas un neuf non plus, on l'a non, vu, mais dans il a déjà joué neuf. Ouais, mais comme Ratao et Aboukal, mais c'est pas forcément leur poste. C'est ça, mais si tu dois faire un choix sur la forme du moment et tout, sur les trois de devant, tu joues avec Chaibi, Aboukal et Ratao, il n'y a pas de surprise là-dessus. Après, pour reprendre Fred, Montagnier l'a dit il y a 2 semaines par rapport à la situation de Dieguereux, c'est que son groupe doit être prêt, et c'est ce qu'il essaie de faire chaque semaine d'entraînement, c'est qu'il y a une vingtaine de joueurs, 22, je sais pas exactement, mais les 22 doivent être prêts à jouer à tout moment, et c'est pas parce que ils jouent pas pendant 2-3 matchs qu'ils doivent pas être prêts le jour même. Et Tsingaras, Birmancevic, peut-être que pour le moment ils ne sont pas encore prêts, mais à un moment donné on va avoir besoin d'eux, parce qu'une saison c'est très long, c'est comme l'a dit Dieguereux au micro de Canal, c'est un marathon, d'Amazon, c'est un marathon, et quand on aura besoin d'eux, il faudra qu'ils soient présents, ces petits. En tout cas, il y a les deux. En commentaire, pour Ludo, pour lui, ça sera Ado. Pour Fred, ça sera plutôt Ratao. Pour Bernard aussi, ça sera Ratao. Le côté Chaibi de Yves, je le trouve pas, je trouve cohérent par rapport à si tu veux faire rentrer tout le monde, et en plus on joue beaucoup sur nos ailiers forts, donc Chaibi c'est un 10, enfin Chaibi c'est quand même un 10 plus un 10 qu'un 9, tu peux le en 9 et demi, tu peux le mettre en pivot quoi, donc parce qu'il a déjà planté pas mal de buts, tu vois. Alors toute proportion gardée, on sait que les gens s'enflamment quand on dit ça, mais un peu dans un rôle dans lequel peut jouer Benzema, tu vois. Et allez, voilà. Karim Chaibi quoi. Mais après Pipo Inzaghi on a Karim Chaibi. Ce rôle-là où tu n'es pas vraiment neuf, mais tu as quand même la capacité, on l'a vu, il a déjà marqué plusieurs fois, donc il sait le faire avec des frappes dans la surface qui ont été très intéressantes, des combinaisons dans la surface qui ont été très intéressantes, donc on sait qu'il peut combiner dans les petits espaces aussi. Et puis il y a des ententes qui se créent sur le terrain aussi avec les deux autres Zouzou là. C'est ça, avec Aboukal et Ratao. Et puis tu resserres un peu, ce qui peut créer un peu plus d'espace aussi pour Silla et Dessler, qui à mon avis auront plus de liberté face à notre adversaire de dimanche que face à un Lyon par exemple. Silla fait encore un très bon match, mais bon. On va finir avec les tops et les flops, messieurs, ce que le temps nous guette. Pour vous, vos tops? Spearings. Ouais. C'est compliqué. Spearings, par rapport à tout le boulot qu'il a bas, tout ce qu'il apporte aussi dans cette équipe. Donc ouais, Spearings. Ouais, je vais pas être original, hein, tu les as notés, Spearings, Dupé, Ratao. Mais alors tu vois, j'ai pas mis Van Den Boomen, et pourtant il a quand même régalé tout le match, le coquinou là, avec ses transversales, son jeu et tout, son jeu d'alternance de jeu court, jeu long. Non, mais franchement, moi, il m'a rappelé les très belles années d'Étienne Capou à l'époque là où tu avais Benzema, Capou. Le petit reproche entre guillemets, c'est qu'il n'arrive pas à être décisif. Pour le moment. Voilà, donc c'est pour ça.
il est à son niveau, mais est-ce qu'on en fait un top sur ce match-là? Non. Après, Mais voilà, tu vois, après, Nicolas Senro derrière, voilà, c'est pareil. Tu sortais Silla. Enfin, en gros, Silla fait un c'est bon match toute l'équipe qui fait un bon match. Donc s'il faut en sortir, c'est ceux qui ont vraiment été au-dessus. Et Spearings, mais qui est au-dessus de beaucoup de monde depuis le début de saison, en fait. Lui, il est constant, par contre. Hein, on le voit pas. Et puis, pas depuis que cette année. Ça fait quand même 2 ans Mais là, il s'est adapté à la Ligue 1, il est constant. Dupé, ben, c'est obligé parce que en fait, si on fait un partout, c'est énormément grâce à lui. Voilà. Puis Ratao pour son retour et son but. Ouais, Ratao, c'est plus un top, pour la stat. un top de remerciements qu'un vrai top sur un match c'est comme il a ça. marqué, il n'y a pas besoin de ça. C'est ça, voilà. Donc voilà, après. Flop, alors flop, comme dit c'est bien Mehdi, il faut pas faire attention aux mots, c'est plus, on va dire, un peu en dessous. Moi, j'ai mis Keben, mais pas pour le tacler, c'est juste que parce que pour moi, c'est pas son poste qui dépanne et qu'il a été un peu dans le dur, mais c'est pas un flop. Genre, c'est pas un flop. C'est pas un flop, je le pointe du doigt, il a été mauvais, c'est qu'il a été pour moi un petit peu plus en dessous. Après, il y a contexte. Première en pro, un poste de latéral droit. Barcoel à Lyon. Grosse ambiance. Voilà, grosse ambiance. Plein de trucs. L'émotion, non mais la l'émotion. guerre en Ukraine. Voilà. L'émotion de sa première titularisation aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est plus flopiné ou mec, t'étais un petit peu en dessous, mais pas plus. Pour moi, c'est même pas lui le fautif réellement sur le but qu'on prend. Le fautif, c'est justement, c'est très surprenant, mais c'est la défense centrale, Ron Nicolaisen, qui doit être plus attentif et lui demander à son alignement à ce moment-là, parce que c'est à parce qu'il fait un pas de recul en plus. C'est à eux de le driver, alors que là, on sent que eux, justement, hein, peut-être qu'ils ont oublié qu'ils jouaient avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et ils sont montés avec les automatismes qu'ils ont avec Dessler, et Keben s'oublie un poil à ce moment-là, mais bon, tu viens de démarrer le match, c'est compliqué, donc voilà, après, enfin, quand tu fais un 1 au Parc OL à Lyon, à moins d'avoir une énorme boulette qui leur permet de marquer, il n'y a pas vraiment de flop, quoi. Peut-être Dalinga qui était plus en dedans. Qui est cité aussi par pas mal de supporters. Alors, je suis le premier à le défendre, attention. Non, je dis juste que. Pour le moment, il n'est pas au niveau. Non, après, le jeu n'était pas fait justement pour lui. C'était pas fait pour un joueur de surface. On savait qu'il n'allait pas toucher énormément de ballons. Mais en fait, on l'a senti dans l'implication aussi, moins aller au duel, moins aller chercher des ballons, moins. C'est ça qui est un peu dérangeant. D'habitude, on va dire, il est critiqué, mais il fait le boulot de l'ombre, c'est-à-dire à peser sur les défenses. Donc voilà, un peu plus en dedans, un peu plus en retrait. On y reviendra sur Dalinga, mais il fera 6 gros mois de janvier à juin. Putain, j'espère que je ne vais pas prendre un karma. On va terminer, on va préparer le prochain match, messieurs, puisqu'on va recevoir Mathieu du podcast Depuis la butte, mais juste avant. En retrait, en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière! Bonsoir Mathieu, comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Ça va, merci. Bienvenue à toi dans l'émission et merci d'avoir répondu présent. Est-ce que tu peux déjà nous présenter qu'est-ce que le podcast Depuis la butte ? Alors, Depuis la butte, c'est une espèce de média, on va dire, qui a été créé par Nino et Clément il y a quelques années, qui sont un peu retirés du projet pour raisons professionnelles, on va dire. Donc on est plusieurs à reprendre, il y a compte Twitter, Insta, tout ça, c'est on va dire un média qui a été fait par des supporters et pour des supporters. Donc on fait un peu comme ce qui se fait dans plusieurs communautés de supporters, de clubs différents. On parle, on relaie quelques infos, on fait des visuels de match, on essaye d'avoir une activité proportionnelle à nos moyens, c'est-à-dire qu'on débute un petit peu, on fait avec ce qu'on a, quoi. Mais en gros, voilà, c'est un média pour parler du SCO en général. Mais écoute, c'est un peu exactement nous ce qu'on fait, donc on comprend tout à fait ce que tu es en train de dire. On t'a invité ce soir parce que dimanche il y a Toulouse-Angers pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Est-ce que déjà tu peux nous faire rapidement un petit bilan du début de saison du SCO et quelles aussi étaient les ambitions du SCO en début de saison ? Alors, en début de saison, un peu comme toutes les saisons, les ambitions, c'est de se maintenir, déjà premièrement. Ouais. Après, le début de saison, de mon point de vue, et je pense du point de vue de beaucoup de supporters, il est pas bon.
dans le sens où en voyant le calendrier, notamment du mois d'août, on pensait que c'était des matchs à notre portée avec Nantes, Auxerre, Troyes, Brest, Reims, enfin des clubs de entre guillemets de notre championnat. Ouais. Et on n'a pas réussi à gagner contre eux. On a eu nos premières victoires au mois de septembre contre Montpellier et Nice, qui sont supposés être des meilleures équipes que nous. On a pris une valise à Lyon 5-0 au début du mois de septembre. On a reperdu contre Marseille il y a à peine 10 jours à domicile. Bon, après c'est Marseille, donc voilà. Et puis ce week-end, on a aussi perdu, puisque notre spécialité maison, c'est de relancer les équipes en difficulté. Donc, c'est la spécialité de beaucoup de clubs, je trouve ça. C'est ça, donc on a réussi à relancer beaucoup de clubs, mais en gros, voilà, le début de saison est pas très bon, pas à la hauteur des attentes, je pense. Il y a un peu tout qui joue, il y a de la défense centrale qui est pas très bonne, enfin une équipe qui a été remodelée à l'intersaison. On pourrait mettre quelques éléments sur le dos de l'arbitrage, mais bon, on va pas se cacher derrière ça, parce que tout le monde a été un peu impacté. Mais en gros, voilà, il y a un début de saison qui est pas rêvé, pas idéal, mais bon. Est-ce que le coach, il est en sursis ou il est intouchable? Nous, on aimerait bien qu'ils soient en sursis, mais non, des déclarations qui ont été faites au courant du mois de septembre. Enfin, à chaque fois que les journalistes posent la question, il n'est pas question de changer d'entraîneur. Son contrat va jusqu'en 2025, il me semble. Ouais. Donc s'en séparer maintenant, c'est lui faire un beau chèque. Et à Angers, on n'a pas trop les moyens de faire de gros chèques, surtout que le club n'a pas été vendu cet été. Donc pour l'instant... Vous étiez sous vente cet été? Il y avait des histoires de rachat du club par des Américains. Bon, ça s'est pas fait. Ok. Pour des détails de gouvernance, de choses qui se sont pas faites, parce que le président Chaban a décidé que c'était peut-être pas le moment non plus de vendre. Enfin, il n'était pas pressé de vendre non plus. Et vous, les supporters, vous êtes pour une vente du club ou pas forcément? Alors, comment dire, on va dire que au niveau extra-sportif, on aimerait que ça soit un peu plus apaisé, un peu plus sain. Donc une vente du club serait intéressante. Maintenant, en termes sportifs, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, c'est à double tranchant, je pense. Donc pour moi, c'est pas urgent, mais à terme, ça peut devenir intéressant. Ok. Bon, parlons un peu du match maintenant qui va se profiler dimanche. Quels sont les points forts du SCO d'Angers cette saison? Nos points forts, je pense que ce sont quelques individualités, notamment Sofiane Bouffal devant, qui est international marocain, qui porte un peu l'équipe quand il est dans un bon jour. On a Unou qui marque pas mal aussi quand il est devant. On a Nabil Bentaleb au milieu qui est notre capitaine, qui est aussi un très bon récupérateur, qui a une qualité de passe assez impressionnante. Donc vu nos résultats, on n'a pas énormément de points forts, mais on a quelques individualités qui peuvent entraîner un collectif derrière elles. Et puis voilà quoi. Et les points faibles du SCO du coup? Gros point faible, la défense, notamment la défense centrale, puisque nos historiques Romain Thomas, Ismaël Traoré sont partis cet été, tout comme Mangani au milieu de terrain. Et on a dû reconstruire derrière, et pour l'instant ça a du mal à prendre. C'est Otonji de Clermont qui est venu, non? Ouais, on a Otonji qui est arrivé, on a Blazic qui est arrivé de Serbie, je crois, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, mais d'un championnat d'un niveau inférieur, clairement. On a le petit Ousmane Camara qui est arrivé du PFC aussi, mais qui ne joue pas trop, voire pas du tout. Donc c'est assez... au début c'était du bricolage, mais pour l'instant la charnière... comment dire, Ferran Varos pour Blazic. Voilà, c'est ça. Et du coup pour l'instant la charnière est reconduite, mais est encore un petit peu défectueuse, on va dire. Donc la défense en général, mais la charnière pointait un peu plus. Ton regard, toi, depuis Angers sur le TFC, comment tu nous vois? Est-ce que tu es content déjà de nous retrouver en Ligue 1? Est-ce que tu as peur de venir au stadium dimanche en termes de sportif? Enfin, comment tu vois un peu le TEF? Depuis la butte. Excellent. Le TEF, j'avoue que j'ai pas trop suivi cette année. Enfin, j'ai suivi de loin. Je voyais un peu ce que ça donnait en fin de saison de Ligue 2.
Donc on peut s'attendre à un promu qui n'en a pas trop l'air entre guillemets, qui est un promu solide quoi. Ouais. Parce que l'ambiance du stadium, le stadium est plein souvent. L'ambiance est plutôt correcte, voire très bonne et c'est toujours un stade dans lequel il est assez difficile de jouer, notamment pour nous. Puisque je me souviens d'une année où on a pris 4-0 là-bas. Donc ça me laisse pas de souvenir. Donc je pense que le début de saison est un début de saison de promu. J'ai regardé un peu vos résultats. Après vous avez une meilleure défense que nous, donc je pense que sur le papier Toulouse est censé gagner, mais ça peut être un match équilibré. Ça reste du football. Un joueur que tu voudrais nous piquer, tu nous prendrais qui? Au risque d'étonner, ce serait pas un joueur, ce serait plutôt l'entraîneur. Alors Philippe Montagnier. Parce qu'au moment où le SCO changeait d'entraîneur en 2021, où Stéphane Moulin a quitté le club et qu'on en cherchait un, moi je militais pour Philippe Montagnier clairement. Et il a pris la direction de Toulouse, donc on a eu une bâtique. Mais je prendrais Montagnier. Sinon, après je resterai dans le classique Van Den Bomen, je crois. Oui, c'est ça. Qui était déjà assez bon en Ligue 2, qui continue d'être performant cette année, donc ce serait plutôt lui ou Ratao devant. Tu seras présent samedi au stadium, dimanche au stadium? Ça va être compliqué, non. Je ne serai pas malheureusement. Moi je serai sur Paris pour des affaires personnelles, mais étant donné que Toulouse est un peu loin, ça va être compliqué. C'est sûr. On va passer au prono pour finir tout ça. On va commencer par les Toulousains, on finira par toi pour essayer d'équilibrer un peu le débat. Nathan, quel est ton prono pour dimanche? Dimanche 13h d'ailleurs au stadium. J'ai peur du match piège, tu sais. Un peu trop d'euphorie. Ouais. Mais on va être optimiste. Je vais dire 2-1 pour nous. 2-1 avec Ratao et Van Den Boven pour débloquer son compteur. Et Bouffal côté Angers. C'est des matchs compliqués. On sort d'un bon match à Lyon. Après, on a eu un peu plus de temps de repos aussi que Angers. Ça peut jouer aussi sur des 48 heures, sur des matchs comme ça. 48 heures, c'est pas négligeable pour réparer des petites blessures, etc. Voilà, donc je pense que on devrait réussir à s'imposer, mais ça va être une victoire serrée, un petit 1-0. Je signe de suite. Voilà. Spirix 25. Il l'a mis sur la barre vendredi dernier. Vous croyez pas que je vais lâcher l'affaire après de passer si proche? Elliot, ton prono? Je vais rejoindre Nathan. Je vais dire 2-1. Pour les buteurs, je vois bien Ado marquer et relancer un peu pas la hiérarchie, mais bon, quand même. Sa carrière, sa saison. S'il joue, on l'espère. Ouais, s'il joue. Et deuxième buteur, Abouklal. Et côté Angers, je ne sais absolument pas, désolé. Je vais mettre 2-1 avec Shaibi, Nicolaisen et pour Angers, je sais pas, Ludovic Butel, je sais pas. Ça fait longtemps qu'il est parti. Ah bon? Capel, il est toujours là? Capel est toujours là. Mais il en fait pas lui d'être là. Ton prono Mathieu, équilibre-nous tout ça là, il n'y a que des victoires toulousaines. Moi je mettrais un partout. Oui, c'était de décevoir les Toulousains, je mettrais un partout. Alors côté buteur toulousain, je saurais pas dire. Van Den Bomen, ça marche. Hein. Oui, on va dire ça. Et côté Angevin, je mettrais Abdallah Sima. Ok. Ça sent le match avec pour tout le monde. Je pense que c'est un peu le match piège, ouais. Merci à toi Mathieu, merci beaucoup d'être venu avec nous. Nous on va mettre le lien de Depuis la Butte sur nos réseaux, sur le Facebook Live. On te souhaite un très bon match dimanche et encore un grand merci à toi d'être venu à l'émission. Merci, y a pas de souci. Bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée. Ciao. Et on va enchaîner pour finir l'émission avec un petit quiz. Et maintenant c'est le quiz de la fin de match. Oh yeah. Allez, je vous ai préparé ça parce que je suis encore quelqu'un de très original. Devinez le sujet. La compo type d'une année spécifique. Du dernier TFC Angers Le dernier 2016. Le Angers TFC 2016. Non, le dernier TFC Angers qui a eu en Ligue 1, tout simplement. C'était il y a belle année en décembre, tout simplement. C'est terminé par un magnifique 0-2 avec un doublé d'Ayouli. Ayouli. Oui. Ayouli. Alioui. Alioui.
Oui. Alioli. Oui. Parce que aioli, c'est une petite sauce méditerranéenne. Qui ressemble un peu de maillot avec de Et l'ail. il nous a bien saucé puisqu'il marque à la 88e et à la 95e pour vous dire ce match-là. Tout simplement, je vais vous demander la composition à tour de rôle. Sauf qu'en fait, je vais vous demander des joueurs particuliers. Ça va être chacun. Je vais vous donner un indice, il faut le trouver. Parce qu'en fait, c'est trop long. On va commencer avec Yves, un joueur qui on a vu plus souvent performer place Saint-Pierre que sur le terrain du TEF. Mathieu Valverde. Ah merde, non, il est trop pourri l'indice, ça peut être absolument tous les joueurs pendant 15 ans. Oh là là. Il est gardien? Oui. Valverde, ça marche aussi. Ouais, mais non, mais oui, mais l'autre gardien qu'on avait à cette époque-là. Ali Amada. Non. Allez, ça passe. C'est en 2016 ça? Non, c'est pas 2016. T'as dit, c'est en quelle année? C'est le dernier Ligue 1, c'est 2020. Mais c'est 2020. Ah, ok. Baptiste. Putain, j'ai. René. Merci, putain, on se trouve. Voilà. Nathan, le joueur éternel. Silla. Oui. Camille, si tu le retrouves, c'est que tu connais vraiment par cœur ton club. C'est un nom à deux noms. Ça rime avec Marin. Ah, c'est juste ça l'indice. Voilà, c'est Izimat Mirin. Ah, c'est juste ça l'indice. Je m'attendais à un indice, je crois que c'était juste le début du truc. Izimat Mirin, bien joué. Je l'avais pas. Est-ce que si Elliot le trouve indice en bas chez vous. Le japonais avant Ado. Ah, vas-y, je connais pas les noms. Shoji. Oh là là, aucune culture. Pas Daniel, mais l'autre. Moreira. Oui. Bah non. Si. Si. Daniel Moreira. Mais non, Steven. J'étais là, mais attends, Genso, j'ai Daniel Moreira. Si c'est pas Daniel Moreira, c'est Steven. Son frère. On est des putes, j'aurais pu trouver direct. Ouais, aussi. Il a fait le chemin inverse du trio Batave. Si, Sangaré. Sangaré, exactement. Il porte très mal son nom et il joue au milieu. Attends. Non, qui porte très mal son nom. Vainqueur. Oui, exactement, c'est vainqueur. Moi, je suis bon sur les mauvaises. Moi, je suis un expert des mauvaises années. 8 millions en volée. Saïd. Oui. Du poisson en volée. Du merlu en volée. Oui, Boigard. Oui. Un grec à peine meilleur que la feta. Oui. Putain, vous êtes dur avec un Versaillais. De Séville. Bien. Qui a signé à Versailles. Et après les entrées, faut pas. Garcia. Faut pas regarder. Non, même pas. Alors, faut pas regarder l'heure. Non. Ah, bah si. De Séville. Non, il jouait. faut pas regarder l'heure. Gradel. Oui, c'est Gradel, effectivement. Putain de bâtard. Je suis le frère 2 et ça sera à peu près le maximum de ma carrière. Jean-Daniel. Non, c'est le frère de Batshuayi. Mais Yaiseka. Exactement. Et à l'époque, on pensait que c'était le meilleur latéral de l'histoire, puis on a eu Dessler. Amiens. Ouais, Amiens, voilà. C'était un quiz rapide, messieurs, dames. Ben merci. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. C'est marrant, c'est la 3e quiz qu'on a sur ces années-là. Je crois que dans ma mémoire, j'ai effacé plein de tous ces joueurs. Genre, je veux plus m'en rappeler. Attends, ici, à gaffe. Oui, non, mais lui, c'est le patron, c'est pas pareil. Merci à tous, messieurs, d'avoir participé. Merci Yves, merci Nathan, merci Vincent, merci Elliot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche au Stadium à partir de 13h pour le coup d'envoi et peut-être plus pour ceux qui resteront pour les féminines. On se dit, nous, rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, 98.3 sur Radio Occitanie. Ciao, ciao, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao.